Salut ma gang de vous autres. Hey, merci d'avoir cliqué sur un épisode du Gab Fishing Podcast. C'est vraiment, ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Par rapport à ce que tu viens d'écouter, j'ai juste une chose à te dire. Ça fait minimum 2 semaines que c'est déjà sorti. C'est déjà en ligne ce que tu viens d'écouter depuis un bon moment. Si tu veux écouter les épisodes de podcast aussitôt qu'ils sont en ligne, allez vous abonner gratuitement sur la plateforme Patreon. Recherchez Gab Fishing Trip dans la barre de recherche et le tour est joué. Vous n'aurez qu'à cliquer sur les épisodes que vous voulez. Vous pouvez même les télécharger pour les écouter hors ligne. Des invités, des entrevues, des anecdotes, des histoires de pêche, en voulez-vous, vous en aurez. Pour me trouver, c'est Gab Fishing Trip sur Patreon. Je vous attends. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un autre épisode du Gab Fishing Podcast. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va revisiter ma première épisode de ma saison 2024. On va visiter, oui, la première épisode, mais aussi on va relever les bas-fonds, tout ce qui se cache derrière cet épisode. C'est parti! Bon, hey, il pleut aujourd'hui, il pleut toute la fudging journée. On est le 7 octobre. Ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré d'épisode à cause tout simplement l'horaire qui ne me le permettait pas, en tout cas, l'horaire était pas favorable à la production d'un épisode. Il faut des moments où je suis sûr de pas être dérangé. Puis des fois, dans la vie de parents, ben c'est pas toujours le cas. Fait que aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ben, premièrement, là, c'est la saison. Ma saison pêche est complètement terminée. J'ai pas mal tout rangé. Je vais bientôt... D'ailleurs, il faut que je nettoie mes soies parce que je veux pas les laisser à l'abandon dans leur moulinet afin qu'elles prennent des vieux plis et voyons, comment je pourrais dire ça? Et qu'elles brisent de façon prématurée si je ne les entretienne pas de façon efficace. Fait que je veux m'occuper de ça demain ou après-demain. Je vais me clairer de ça parce que je veux pas vraiment les oublier. Je suis du genre à oublier des affaires comme, par exemple, ça me faisait penser à la première sortie à la Nicolette. J'avais attendu à peu près 6 jours avant de comptabiliser les prises que j'avais prises. Parce que oui, c'est ça, quand tu vas à la pêche Nicolette, ben là, il faut que tu comptabilises ton stock puis tu les transmettes à l'organisme qui s'occupe de la maintenance et de l'ensemencement. J'avais oublié pendant une semaine. Fait que là, je veux pas faire répéter ad vitam aeternam certains éléments qui vont me coûter quelque chose au final parce que ça se peut que mes soies se mettent à se briser. Fait qu'aujourd'hui, épisode de rétrospection, un petit épisode rétrospectif. On va revisiter l'épisode numéro 1 de ma saison 2024. Ben oui, je vous l'ai dit à peu près 3 fois. On va commencer pour de vrai maintenant. Donc, ça se passe où cet épisode-là? Ça se passe sur la rivière Jacques-Cartier, dans le secteur Big Dam, à Shannon. Oui, il y en a qui vont dire « Hein, mon Dieu, il a donné son spot. Oh non, qu'est-ce que c'est ça? Quelle erreur! » Non, mais c'est pas vraiment un spot secret. C'est très visité. Là. C'est comme aller au quai des Cageux. Je pense pas qu'il y a personne douterie si je spoil le quai des Cageux à Québec. Ben, c'est à peu près l'équivalent en pêche pour la truite à Shannon. Tout le monde va là. C'est comme un point de rencontre qui est aussi très familial. Fait que c'est vraiment pas gênant de dire ça. Puis aussi, ça me dérange pas de dire où c'est, parce que vous allez comprendre pourquoi. Cet épisode-là, c'est le premier de ma saison. Puis je veux... en fait, c'est ça, c'est une bredouille. Fait que je veux décortiquer qu'est-ce qui s'est passé dans cette session de pêche-là
qui m'a mené peut-être finalement à une bredouille. Est-ce que j'aurais pu changer certains paramètres qui auraient pu favoriser davantage la prise de truite ou peut-être un poisson qui traînait par là? Je ne sais pas s'il y a d'autres sortes de poissons, à part le saumon, évidemment, mais ça, on n'a pas le droit de le pêcher dans ce secteur-là, mais y a-t-il autre chose que la truite qui se cache là? Y a-t-il un poisson blanc? Y a-t-il des huitouches? Y a-t-il des... Tu sais, je connais pas à ce point-là les poissons alternatifs à la truite dans des rivières comme ça, dans des rivières à saumon. Ça m'intrigue, par exemple, de connaître cette réponse-là. Si y a quelqu'un qui écoute ça et qui connaît de la documentation à ce sujet, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Fait que là, je me resitue parce que oui, moi, c'est très facile de me perdre. Comme vous pouvez voir, je suis comme un petit TDA pas diagnostiqué. Fait que oui, on est sur la rivière Jacques-Cartier. Puis ça me tente de vous parler de mon état d'esprit pendant cette sortie de pêche-là. Parce qu'il faut se remémorer. Moi, je suis allé pêcher, je pense, c'était-tu un vendredi? Bref, c'était la première journée de l'ouverture à la truite dans ce secteur-là. Dans la zone là, qui autorisait la pêche à la truite pour la première fois de la saison, de l'année, je me suis garoché dans la rivière dès la première journée. Puis j'avais hâte. J'en avais parlé dans peut-être 2 épisodes précédents, mais mon gars est né le 5 août. Fait que j'ai manqué comme 1 mois de pêche à la truite dans la dernière saison, dans la saison 2023. Puis là, j'avais découvert le montage de mouches. Je voulais m'occuper pendant la saison d'hiver. Parce que là, ça me travaillait. J'étais là, c'est vrai, il manque 1 mois de pêche à la truite. C'est peut-être pour ça que je suis resté sur ma faim. Fait que là, comprends-tu, à la première journée, là, quand j'ai su que j'allais cette journée là, la semaine avant, là, j'ai eu de la misère à dormir parce que là, moi, j'ai grandi dans le sport de compétition, fait que faire de la visualisation, prévoir les coups, si ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Fait que là, j'ai travaillé pendant une semaine à tout élaborer qu'est-ce que je voulais faire dans ce secteur-là. J'ai sorti les points GPS puis les points satellites. Puis là, je me suis dit, bon, dans ce point-là, je vais faire ça, je vais appliquer quelle technique de pêche qui pourrait être la plus favorable possible. Est-ce que le vert, ça pourrait être intriguant là? Quand est-ce que je prends le bobber? Toutes ces questions-là, ça m'est venu à l'esprit parce que là, je ne voulais pas que faire de la pêche à la mouche, même si c'est cette technique-là que j'ai en prédilection depuis quelques années, là, que j'essaye de la développer au maximum. Fait que là, pendant tout l'hiver, j'ai fait du montage, des patrons de mouches pour avoir le plus d'outils adaptés à ce que la truite se nourrit. Parce que c'est sûr qu'en début de saison, la sèche, probablement pas que c'est le choix à préconiser. Probablement que c'est plus le nymphe, l'émergente, la woolly bugger, des insectes de fond, parce que là, je vais en parler un petit peu plus tard aussi, là, mais c'est ça, il faut s'adapter à la période. Puis, il s'est passé quelque chose aussi pendant l'hiver, ou quelques semaines, quelques jours avant que je sorte à cette première sortie de pêche-là. J'ai écouté, je suis tombé sur une chaîne YouTube, c'est américain, c'est Venture Fly Co. Fait que c'est 2 gars qui font de la pêche à la mouche en rivière aux États. Je ne sais plus trop c'est où, là, mais bref, ils ont une ressource inépuisable de trucs, de conseils, d'astuces. Ils ont même sorti un podcast où ils élaborent sur des sujets très précis pendant 45 minutes, 50 minutes, des fois 1 heure. Des fois, le gars il est tout seul, des fois son co-host, il est avec lui pour en jaser. Puis, c'est vraiment du contenu bonbon pour maintenir le hype en attendant que la saison commence. Fait que là, moi, je carburais à ça à tous les jours, le matin en me levant, le soir avant de me coucher. J'écoutais des podcasts, puis mettons, step by step, comment monter sa canne à mouche, step by step, comment analyser un plan d'eau. Fait que là, je commençais à m'éduquer tranquillement, pas vite, sur, exemple, les éclosions, quand ça se passe, qu'est-ce que tu devrais faire. Mais là, plus que ça avançait, plus que j'étais là, parfait, j'ai full outils, tu sais. Fait que là, j'ai tout gardé ça dans ma tête, prêt à affronter cette première journée-là. Fait que là, j'avais pas que des podcasts en tête, j'avais plusieurs techniques aussi. C'est ça, j'avais plusieurs techniques, plusieurs approches que je voulais explorer dans cette session-là.
à un moment donné, c'est ça, j'avais titré un extrait sur Facebook, un spot, 10 000 techniques, là, tu sais. Fait que là, je m'étais préparé à la sèche, à l'émergente. On sait jamais, peut-être que si j'avais vu un saut à quelque part, au moins j'avais une coupe de mouches sèches pour attaquer le plan d'eau. J'avais beaucoup de Woolly Bugger, j'en avais quelques-unes olives, j'en avais très flash, j'en avais dans le noir aussi, j'en avais plombé, des fois pas plombé, à billes, pas de billes. J'avais vraiment toutes sortes de modèles pas possibles. Des Woolly Bugger qui flashent, d'autres qui flashent pas. C'était très varié. Puis les nymphes, j'avais vraiment un assortiment de à peu près 4-5 types de nymphes qui calaient quand même assez rapidement dans le fond de l'eau. De la Pheasantelle, des espèces de pupa, j'avais fait aussi des petits moucherons. Oui, je m'étais monté un patron inventé. Là. Comment imiter un maringouin le plus possible, en tout cas de façon le plus fidèlement possible. Puis des petits moucherons, tu sais, l'espèce de petite mouche qui te grimpe là, dans le poil de l'avant-bras, c'est comme un petit point noir. C'est assez facile à tuer, mais quand ça te mord, ça vient que ça picote un peu. Mais là, j'avais fait 4-5 patrons de ces types d'insectes-là. Comme ça, si, je sais pas, s'il y a plein de maringouins cette journée-là, ben, je vais être équipé pour imiter la bouffe qui se promène au-dessus de l'eau. Fait que ça, c'était un point que j'avais que je m'étais préparé. Puis aussi, quel point d'eau j'allais exploiter dans ce secteur-là, parce que je savais que la rivière Jacques-Cartier, oui, c'est une rivière avec certaines rapides, il y a des points plus calmes, mais reste que dans le secteur du Big Dam, c'est des grosses cascades. Si je me souviens pas, je pense qu'il y avait un ancien barrage ou un ancien quelque chose, un bâtiment qui a été détruit, mais bref, il y a un grand déferlement. Puis ça amène beaucoup d'affluents d'eau, beaucoup d'oxygénation. Puis en bas de tout ça, il y a un point très calme et très profond. Fait que là, moi, je voulais explorer ce coin-là, mais comment y accéder? Comment lancer là-dedans? Qu'est-ce que je lance? Je vois-tu ouvert? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Puis où je le fais? Fait qu'avec les images satellites, j'ai repéré quelques points clés pour me permettre de maximiser mes chances d'attraper quelque chose ou de lancer là où la truite pourrait se tenir. Fait que là, j'ai été conseillé par le traditionnel Tom Brasseur qui a quand même une bonne connaissance voyons, comment je pourrais bien dire ça? Comment est constituée une rivière, où se tient la bouffe à telle période de la saison, puis c'est quoi les chances que la truite se tienne là? Fait que je me suis fié à ses conseils, puis c'est ça. C'est pas que... Écoutez, je veux pas faire la bisbille, là. C'est pas des conseils qui valent pas de la merde parce que j'ai eu une bredouille. Vous allez comprendre pourquoi à la fin. Fait que là, il y avait ce point-là que j'avais pris en considération pendant ma session de pêche. Puis aussi, j'ai varié mes techniques et mes appâts. Parce que oui, je pratique souvent la pêche à la mouche, mais quand je pêche, mettons, à la troll, c'est souvent en lac. Quand on fait de la traîne, j'ai pas tendance d'emblée à porter ma canne à lancer léger dans une rivière. J'ai davantage développé mes techniques de pêche à la mouche, mais je savais que j'étais pas au point à ce point-là parce que je pêchais pas avec un kit qui était de prédilection. Là, j'avais une canne à moucher. Ma canne jaune dans ma saison 2023, là, je pêche tout le temps avec. Là, si vous allez revoir les vidéos, là, je suis tout le temps avec cette petite canne-là. C'est une 6 pieds 6, gros max. Elle est tellement raide, là, ça n'a pas de sens. Puis, c'est ça, c'est une numéro 3. Fait que, c'est vraiment du petit calibre, là, pour une pêche de creek, exemple, là, ça serait parfait. Même que j'ai été capable de lancer dans des rivières plus grandes puis à faire des gros overhead, puis ça se fait, mais la canne est excessivement raide. Fait que, il faut apprendre à la manier. Il faut vraiment comme fouetter puis faire un grand coup de lasso très rapide pour maîtriser cette canne-là. Puis ça donne que c'était celle-là que j'avais apportée dans ma première journée. Fait que là, comment je te dirais bien ça? Là, je voulais lancer au bobber. Je voulais lancer à la troll, je voulais lancer à la MEPS, je voulais faire de la mouche, de la pêche à la nymphe, mais je trouvais que mes mouches ne descendaient pas assez. Fait que ce que j'ai fait aussi, c'est ça, je m'étais fait conseiller, mets-toi un split shot ou deux. Sauf que, rendu sur les lieux, j'ai fait yes, je vais me mettre un fucking split shot ou deux, mais
où est-ce que je les mets? Est-ce que je les mets sur... est-ce que je sors mon leader avec un peu de soie puis je les mets sur la soie? Est-ce que je les mets sur le leader tout collé? Est-ce que je les répartis de distance égale? Est-ce que j'en colle une sur la mouche pour que la mouche descende plus vite puis j'en mets 2 plus haut? Tu sais, j'avais aucun repère. Fait que là, je suis comme allé au pif. J'en ai mis de façon égalée dans mon leader. Puis... c'est ça. Puis que là, j'ai commencé à lancer. J'ai commencé à lancer une couple de lancer à la mouche avec une nymphe. Puis ça se lançait mal. Là. On dirait que je lançais une roche. Là, puis en plus, j'avais une canne numéro 3. Fait que j'avais comme un poids d'une mouche à mosquée sur ma soie. C'était vraiment pas approprié. Fait que si, exemple, vous n'êtes pas si connaisseur que ça au lancer à la mouche, commencez pas avec des split shots, puis si oui, faites-les-vous expliquer de la bonne façon, puis ça passera pas par moi parce que je la connais pas encore, cette technique-là, à la perfection. Cette année, j'ai vraiment changé comment je dirais bien ça? J'ai changé complètement de matériel. Je suis allé dans du stock très équilibré, de meilleure qualité, puis ça a changé ma game de pêche à la mouche. À cette heure, je peux te faire des très beaux lancers avec un minimum d'effort. Fait que là, ça, c'était les points techniques que j'avais abordés pour ma session de pêche. Puis après ça, les points que j'ai relevés des points qui expliquent ou qui expliqueraient pourquoi j'ai rien attrapé cette journée-là. Tu sais, ma technique au lancer à la mouche, je pense, comme je te l'ai dit, j'ai rushé en esti là, au début. Puis, fait que je pense que c'est ça qui a amené peut-être un trouble d'animation du leurre. Fait que, tu sais, en ayant un peu de difficulté à lancer, en sachant pas trop comment que la mouche se déplace en dessous de l'eau, est-ce que je réussis vraiment à faire une dérive morte? Est-ce que la nymphe que je lance dérive sans être altérée par le mouvement du leader? Ça, c'est très important. Fait qu'il faut savoir comment se positionner par rapport au courant d'eau. Mais quand tu arrives par rapport, mettons, à un spot, ce que tu penses qu'il pourrait avoir de la truite, est-ce que, par exemple, le reflet du soleil, est-ce que le soleil est derrière toi qui prolonge ton ombre dans l'eau? Parce que les truites, eux autres, semble-t-il qu'ils sont capables de repérer ça quand il y a un ombre qui apparaît tout doucement au-dessus d'elle. Ça, c'est peut-être un prédateur qui arrive. Fait que ça peut les inquiéter, puis ça peut les faire sacrer leur camp. Fait que ça, c'était un point que j'aurais pu améliorer et que j'ai probablement amélioré au cours de la saison parce que j'ai eu du succès par après. Puis aussi... C'est un point qui est niaiseux, là, mais qui était quand même assez primordial. Puis j'aurais pu le faire aussi. J'aurais pu changer du tout. J'aurais pu changer complètement ma façon de pêcher cette journée-là avec ce point d'observation-là. Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai pas remarqué ça. Les locaux pêchaient comment? Les locaux pêchaient comment? C'est vraiment... On peut se renseigner, là. Il y avait quelqu'un qui pêchait. Je l'ai vu arriver avec sa canne à lancer léger. Puis, il y avait un poids avec un hameçon, avec un bout de verre. Là, je lançais comme à la mouche. Puis là, je le voyais qui était à côté. Il a mis son thermomètre dans l'eau. Puis là, il a fait « elle est frette à matin, hein? » Pour moi, on n'aura pas grand-chose. Mais moi, j'étais comme « ah ouais, je lance à Willy Bogger. » Je lançais. J'étais sans fin de motivation pour attraper les truites. Fait que là, c'est tout ce que j'aurais pu faire. Ça aurait été de « hey, tu pêches à ligne morte? » Ouais, parce qu'ils sont léthargiques. OK, c'est ça, la léthargie. Là, ça m'a amené à me questionner. La fucking léthargie, mais qu'est-ce que c'est? Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repéré une petite définition de la léthargie. C'est selon Google, tiré du Robert, c'est un sommeil profond et prolongé dans lequel les fonctions de la vie semblent suspendues. Il y a eu une autre variation de définition, là, c'est engourdissement complet. Fait que ça résume à peu près toute ma session de pêche, probablement l'insuccès qui m'a habité cette journée-là. Le gars, lui, il pêchait à la ligne morte pour être sûr d'être dans le fond. Puis avec un gros verre qui pue, là, un gros verre là, qui sent le verre de temps. Être sûr d'attirer le maximum avec le moindre effort possible pour les truites qui sont encore bien engourdies. Parce que, pour vrai, là, je suis arrivé comme à 5h30 du matin, puis, il faisait comme 6-7 degrés. Même
même mon drone, j'ai fait perdre mon drone cette journée-là. Vous le savez pas, là, mais les premières images de drone où ce que je filme au-dessus de la surface de Gravel avec plein de grosses roches qui délimitent le terrain de plaisance, mettons, sur la terre ferme. Moi, j'avais commencé à shooter une shot de drone avant. Je fais lever le drone, puis je le fais déplacer lentement vers les rapides. Moi, je voulais aller au-dessus de la rivière, comme j'ai filmé, comme tu as pu voir dans la vidéo. Mais je fais avancer le drone tranquillement, puis j'arrive quasiment au-dessus des grosses roches, juste avant le rapide. Puis là, ça indique sur ma manette, il y a comme une alarme qui sonne, puis ça dit « Attention, batterie trop froide, l'appareil doit atterrir. » Là, le drone s'est mis à capoter, puis ça l'a atterri en catastrophe. Juste avant, j'étais à un pied des grosses roches. Si ça avait apparu 15 secondes plus tard, cette annonce-là, j'aurais perdu mon drone tout de suite d'un rapide à 5 minutes que j'étais arrivé sur la rivière Jacques-Cartier. Fait que ça, là, j'ai failli en suer une shot. Laisse-moi te le dire. Okay, écoute, ça coûte assez. C'est assez dispendieux un drone depuis que je l'ai entre mes mains. Même si je l'ai acheté usagé, je considère que c'est ce qui a le plus de valeur dans mon kit. Fait que j'y fais fucking attention. Fait que ça, le froid, là, si je reviens à l'élément principal de ce que je voulais te parler, le froid, je pense que c'était le facteur à prendre le plus en considération. Parce qu'il y a des shots, là, mettons en juillet, là, où la truite est là, elle répond à la sèche. Des fois, je manque mes lancers. La truite, elle saute dessus pareil. Je fais des animations de sèche au-dessus de l'eau, comme si elle était noyée. Ça mord pareil. Il n'y a pas de recette miracle, mais c'est sûr qu'arrivé le 2-3 mai, à l'ouverture de la pêche à la truite, je pense que c'était le 2-3 mai, dans ces environs-là, on était à 2-3 jours près, là, c'était beaucoup trop tôt. C'était beaucoup trop tôt. Les truites étaient encore léthargiques. Ça aurait pris comme quelques jours de chaleur consécutifs pour réchauffer les eaux pour que ça commence à débuzzer les truites. Les truites étaient sur le fentanyl. Là. C'est ça que j'étais en train de vous dire. Fait qu'en conclusion, là, vers la fin de la vidéo, j'avais l'air découragé. Mais c'était pas que j'avais perdu de la motivation, c'est que comme tu as vu, puis je l'ai mentionné dans la vidéo, j'avais pété ma canne. J'étais assez fatigué aussi. Ça faisait 11 heures que je pêchais sans cesse dans le secteur. Puis à un moment donné, je marchais dans le bois, je voulais comme franchir un tronc d'arbre, puis la canne a rentré dans le tronc d'arbre, puis ça a cassé. Le tip a pété net. Fait que là, je voulais arriver à mon spot où ce que je voulais lancer au bobber. Fait que j'ai fait du bobber. Inquiétez-vous pas, j'ai fait du bobber avec cette canne-là, mais avec un 10 pouces de moins. Fait que, non, c'est ça, je n'étais pas découragé pour autant. Puis, en plus, c'est ça qui a conduit, en fait, ma motivation me conduit à l'épisode numéro 2 sur une rivière qui était dans un secteur agricole. Puis, j'ai vraiment hâte de vous en parler, de revisiter cette vidéo-là, cette session de pêche-là, pour essayer d'analyser qu'est-ce qui s'est passé, puis dans quel environnement j'étais. Est-ce que j'aurais pu faire autrement pour avoir d'autres résultats? Fait que j'espère que tu as apprécié on va dire ce retour de podcast en mode je reviens de congé. Puis en plus, je ne sais pas si tu as remarqué, ma voix est encore un peu sèche, un peu éteinte. Fait que, tu sais, ça fait quoi? Ça fait 15 jours que je traîne à peu près, que je traîne ça, là, cette espèce de perte de voix-là. Là, je suis plus rendu comme un gars qui a fumé 4 paquets de cigarettes avant de parler pendant 25 minutes. Fait que c'est pas plus grave que ça. À un moment donné, ça va se régler. Ça va se régler à un moment donné. Je peux pas croire que ça se réglera pas à un moment donné. Fait qu'en attendant, je te laisse là-dessus. On va se faire un autre épisode très bientôt. On va se jaser d'autres choses. J'en suis convaincu. Salut tout le monde. Merci d'être là.